Bienvenue. Aujourd'hui, on ouvre le livre de jeu, le fameux manuel stratégique d'un géant mondial du sport. La question est simple, mais la réponse est complexe. Comment un mastodonte comme Adidas s'organise pour affronter son rival de toujours? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va se servir de leur cas pour décortiquer justement les grands concepts et la méthodologie de la stratégie d'entreprise. Bon, pour commencer, il faut savoir qu'une stratégie, ça part toujours d'un constat, d'un diagnostic. Et pour Adidas, qui est quand même le numéro 2 mondial, eh bien le défi est limpide. Il s'agit de tenir tête à Nike, évidemment, et de booster ses propres résultats dans une arène ultra concurrentielle. Donc, face à ce défi, que fait-on? L'entreprise doit définir une direction, des buts clairs, sur le long terme. Et ça, c'est la définition même de ce qu'on appelle un objectif stratégique. C'est le cap à suivre pour tout le monde dans l'entreprise. Alors, justement, quel est le plan de match d'Adidas? Entrons dans le vif du sujet avec leur stratégie pour 2025, baptisée Own the Game. Et ce plan, il est vraiment costaud. On voit bien qu'il se joue sur plusieurs fronts. D'un côté, le business pur et dur, on veut augmenter les ventes, la rentabilité pour grignoter des parts de marché. Et de l'autre, il y a l'image, la réputation, avec cet engagement massif sur le durable. Un objectif super ambitieux, 9 produits sur 10 éco-conçus d'ici 2025. C'est pas rien. Mais attention, une stratégie, ce n'est pas juste une liste d'objectifs qu'on coche en interne, c'est bien plus complexe. Il faut composer avec tout un écosystème, ce qu'on appelle les parties prenantes. C'est un peu comme une arène où tout le monde a son mot à dire parce que tout le monde est concerné. Et ces parties prenantes, c'est qui au juste? Eh bien, ça va des salariés aux actionnaires bien sûr, mais aussi les gouvernements, les clients, les communautés locales, les ONG, bref, un paquet de monde. Et le souci, c'est que chacun a ses propres attentes, ses propres intérêts, et forcément, ça peut créer des étincelles. Et des étincelles, il y en a eu. Prenons un cas très concret, la décision en 2022 de déménager le siège d'Adidas France. Après 60 ans à Strasbourg, direction Paris. Un véritable choc. Là, on voit vraiment le clash des visions. D'un côté, la direction qui parle de culture d'entreprise unifiée, de faire des économies, une logique très corporate. Et de l'autre, la réalité du terrain. 140 familles dont la vie est complètement chamboulée. Un véritable séisme social. Cette citation d'un membre du CSE est terrible parce qu'elle met des mots sur ce coût humain. On sent bien le fossé, la déconnexion totale entre la grande stratégie décidée en haut lieu et ce que vivent les gens sur le terrain. Et voilà, on touche à un point fondamental en stratégie, la gestion du conflit. Forcément, quand les intérêts s'opposent, ça coince. Le but du jeu pour l'entreprise, c'est de trouver un consensus. Parce que c'est simple, une stratégie, même la meilleure du monde, ne peut pas fonctionner si elle génère une fronde en interne. Allez, passons au tableau de bord ou au tableau des scores si on préfère. La question est simple. Comment sait-on si la stratégie marche? Comment est-ce qu'on mesure la performance? Pour ça, il y a en gros deux types d'outils. D'un côté, les indicateurs quantitatifs. Ça, ce sont les chiffres. Le chiffre d'affaires, la part de marché, c'est mesurable, concret. Et de l'autre, on a les indicateurs qualitatifs. Là, c'est plus subtil. On va regarder la réputation de la marque, la satisfaction des clients, des choses moins chiffrables, mais tout aussi cruciales. Et pour illustrer l'impact que tout ça peut avoir, on a un cas d'école absolument spectaculaire. C'est le moment où Adidas a dû couper les ponts avec Kanye West et sa marque Yeezy, suite à ses déclarations plus que polémiques. Et là, l'impact sur les indicateurs quantitatifs a été brutal. D'un seul coup, la prévision de résultats nets pour l'année a été divisée par 2. On passe de 500 à 250 millions d'euros. C'est énorme. C'est une décision prise pour des raisons qualitatives, protéger la réputation, qui a une conséquence quantitative immédiate et massive. Alors, que fait-on quand les chiffres ne sont pas bons ou quand l'environnement change radicalement? Eh bien, une bonne stratégie, c'est une stratégie qui sait s'adapter. On doit pivoter, mettre en place ce qu'on appelle des actions correctrices. L'idée à retenir ici, c'est vraiment ça. Une stratégie n'est pas gravée dans le marbre, c'est un processus vivant. Il faut constamment évaluer, ajuster, modifier, voire abandonner certaines parties du plan pour éviter d'aller droit dans le mur. Un très bon exemple de ce pivot, c'est leur nouvelle approche du sponsoring. On coupe dans les dépenses, on se concentre sur quelques gros contrats très prestigieux et on bascule massivement vers le numérique. Et surtout, on essaie de contrôler la vente de A à Z via ses propres canaux. Le but de tout ça, améliorer les marges. Bon, tout ça c'est bien beau, mais que se passe-t-il quand un des piliers de votre stratégie, un truc sur lequel on a tout misé, se fait attaquer de l'extérieur? Adidas, par exemple, a fait de la durabilité un axe majeur de son plan. Eh bien, patatras. Une ONG, Zero Waste France, porte plainte pour greenwashing.
En clair, elles les accusent de faire du marketing vert, de tromper les consommateurs en disant que leurs produits sont écolos, alors qu'en réalité, ils resteraient très polluants. Et ça nous laisse sur une question fondamentale. Quand un des piliers de votre stratégie est attaqué publiquement, quand votre réputation est en jeu, comment est-ce qu'on réécrit le manuel? Ça montre bien que la stratégie, c'est un cycle sans fin. La partie n'est jamais terminée et il faut toujours être prêt à tourner la page pour écrire le chapitre suivant.